Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir Ramayad. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère régionale UDI d'Île-de-France, vous êtes vice-présidente du Parti radical, vous avez été ministre, donc beaucoup de sujets à aborder avec vous. On va commencer par le premier sujet d'actualité, c'est l'Ukraine. Des avancées significatives ont été présentées ce matin à l'issue du sommet de Minsk, mais on est encore loin d'un accord de cessez-le-feu. Vous étiez secrétaire d'État aux Affaires étrangères, justement, en 2008, lorsqu'il y a eu la crise en Géorgie, qui a été finalement assez vite résorbée. Ça doit être d'abord très compliqué de négocier avec Vladimir Poutine, et surtout, une fois que le traité est signé, comment est-on sûr qu'il va vraiment être appliqué ? C'est vrai qu'il était nécessaire d'obtenir cet accord de cessez-le-feu parce qu'en 24 heures, il y a eu 47 morts et là, dans la région de Donbass, les tirs, les bombardements ont atteint un niveau tel qu'il ne pouvait en être autrement. Et à cet égard, le président Hollande et la chancelière Merkel ont eu la bonne réaction. Mais effectivement, ce cessez-le-feu est fragile, profondément fragile. D'abord parce que Poutine ne comprend que le rapport de force. Il y a déjà eu des accords. Il y a déjà dans le passé, il n'y a pas si longtemps. L'accord de Minsk 1, qui avait déjà eu lieu en 2014, a été violé une bonne dizaine de fois. Actuellement, les pro-russes ont quand même l'avantage sur le terrain militaire, donc pourquoi ne pas pousser davantage leur avantage, justement. Et donc, il faut être très très prudent par rapport à cet accord nécessaire, mais profondément fragile. Donc je crois que l'Union européenne doit continuer d'ailleurs d'abord les sanctions vis-à-vis des dignitaires du régime qui sont engagés là-dedans, notamment vis-à-vis de la Russie. Il ne faut pas lâcher la pression. Et puis renforcer notre aide économique, toujours et encore, avec des montants plus substantiels que ceux dont on parle en ce moment. Christine Lagarde a dit qu'il fallait mettre un prêt de 15 milliards sur 4 ans. Je crois qu'il faut plutôt suivre Soros quand il parle de 40 milliards. Il faut vraiment une implication plus forte de l'Union européenne. Nous, on est obligés d'analyser les choses du point de vue européen et on ne peut pas laisser le territoire ukrainien être dépecé ainsi comme si nous étions au 19e siècle. Alors, vous avez eu également, que vous étiez au gouvernement, sous Nicolas Sarkozy, une deuxième casquette, c'était ministre des Sports. Là, on vient de parler des JO de 2024. On avait connu, et c'était à votre époque, vous avez vu cette cuisante déception. Finalement, Paris n'avait pas été choisi, c'était Londres qui avait été choisi pour les Jeux de 2012. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette fois-ci gagner ? Parce que c'est pas le tout de se déclarer. Il faut ensuite faire une bonne campagne. La défaite de Paris, c'était pas à mon époque, c'était antérieur. Et précisément, quand je suis arrivée au ministère des Sports, on a senti une tension très forte par rapport à tous ces grands événements. Mais nous, on a réussi, ceux pour lesquels on a été candidat. Je vous rappelle qu'on a obtenu l'Euro de football pour 2016 et on a obtenu la Ryder Cup pour le golf en 2018. Donc, alors, ce qui n'a pas marché, mais moi, j'étais là au début, mais pas à la fin. C'était Annecy, les Jeux Olympiques, évidemment. Mais parce que ces dossiers sont à la fois enthousiasmants. Pour le pays, ça fait du bien. En matière économique, ça fait du bien à notre économie. Seulement, Anne Hidalgo n'a pas tort. Il faut beaucoup de méthodes, beaucoup de concentration, beaucoup de moyens. Et il y a des conditions culturelles aussi. Parce que la maîtrise de l'anglais, de la part de nos représentants. Il y a beaucoup de pays qui procèdent à des échanges de bons procédés, on va dire. Ça devrait quand même être limité, non ? Il y a une diplomatie sportive. On n'envoie pas des amateurs comme ça. On ne se paie pas de bons sentiments. Il faut s'y engager, en plus, collectivement. On nous parle de la région, mais c'est pas que la région, c'est les acteurs économiques, c'est les acteurs culturels, et surtout la population doit donner le sentiment qu'elle veut ces Jeux Olympiques. Et puis, in fine, il y a toujours le chef de l'État ou le chef du gouvernement, on l'avait vu avec Tony Blair, qui peuvent forcer la main. Il faut que les chefs d'État s'impliquent personnellement. C'est quasiment du domaine réservé. Ça ne peut pas être uniquement une question sportive. Et puis, il faut arrêter les bisbilles entre les collectivités, entre la majorité, l'opposition de telle collectivité. Il faut des GIP engagés administrativement avec des préfets au sens large du terme, des organisateurs, des connaisseurs de la diplomatie sportive internationale. Il faut qu'on soit dans les grandes instances olympiques, qu'on y ait des représentants qui parlent anglais, qui connaissent les cultures. Il faut être présent sur les événements sportifs internationaux qui auront lieu d'ici là et à chaque fois faire du lobbying. C'est un travail énorme, intense,
Mais au final, quand on obtient l'organisation d'un tel événement, je peux vous dire que c'est un très beau résultat. Donc ça vaut le coup de le jouer. À cette occasion, d'ailleurs, il faut lire un livre d'Armande Randinger très intéressant qui explique pourquoi, justement, ça n'avait pas marché pour les JO de 2012. Mais vous êtes pour, vous pensez que ça coûte pas si cher que ça, parce que c'est quand même aussi le grand sujet qui... Ça coûte cher, il faut voir ce que ça rapporte. Oui. C'est-à-dire que il ne faut pas voir uniquement le coût, il faut voir les bénéfices qu'on peut en tirer. Le retour sur investissement. Le plan, de l'emploi, sur le plan des entreprises, des sous-traitants. Il faut pas que l'État soit seul à mettre la main à la pâte. Il faut que les acteurs privés, le mécénat d'entreprise, sportifs, il faut beaucoup de monde mettre par exemple, pour l'Euro de football 2016, nous on a mis au niveau de l'État, 150 millions d'euros. Mais tout le reste, c'est-à-dire quasiment 2 milliards, c'était les collectivités et les entreprises privées. Donc ce n'est pas qu'une participation de l'État, et il faut voir ce que ça rapporte. Et puis, il ne faut plus être dans une dimension strictement sportive, au sens activité physique. Mais il faut pour le golf, par exemple, pour la Ryder Cup, on avait créé des mini-espaces golfiques un peu partout en Île-de-France, qui permettaient aux jeunes, aux enfants de s'initier à ce sport qui est supposé être un sport d'élite. Il faut qu'il y ait une appropriation de l'événement par la population. Ramayad, on va parler un peu politique. À l'occasion de l'élection partielle du Doubs, on avait pu observer des dissensions au sein de l'UMP, mais pas tellement au sein de l'UDI, jusqu'à ce qu'on découvre que Hervé Morin déclare que s'il avait été électeur, lui, il aurait voté blanc. Vous auriez voté... Je suis d'accord. Vous auriez voté blanc, vous aussi. Oui, pas socialiste, comme l'a souhaité Alain Juppé, ou hier encore Renaud Donieux-de-Vabres. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, je vous aurais dit ça, par automatisme, par rejet du Front National, par défense de la République et de nos valeurs républicaines. Évidemment. Et la posture est tellement plus flatteuse à tenir, et tellement facile à tenir. Sauf que depuis, j'ai appris certaines choses, j'ai malheureusement compris certaines choses. Au fond, le Front républicain, ça sert aux hommes en place de garder leur poste. Voilà. Et en même temps, on vous dit que voter blanc, hein. ça veut dire voter Front National. Les Français l'ont compris il y a 20 ans. Aider le Front National à arriver au pouvoir. Les Français l'ont compris il y a 20 ans et je ne le comprends que maintenant. Mais au moins, je l'ai compris. Et donc, tant qu'on continuera comme ça, on exaspérera les Français. Et le fait d'avoir appelé au Front républicain n'a absolument pas enrayé la dynamique du Front National entre les 2 tours, puisqu'ils ont gagné, je ne sais, 6 000 électeurs. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'ils sont en train de crever le plafond de verre que les institutions leur ont imposé, qui devaient les empêcher de passer le premier tour. Et donc, ça veut dire que plutôt que de faire de la tactique électorale comme ça, en additionnant des voix qui d'habitude se disputent, il faudrait peut-être se poser la vraie question du vote Front National, parce que ce n'est pas parce qu'on chasse, nous, sur les terres du Front National que le Front National augmente. C'est parce que le Front National est venu chasser sur nos terres, à nous les Républicains. Ils nous ont dépouillés de tous nos oripeaux, de toutes nos valeurs. Ils nous ont pris la nation, ils nous ont pris le peuple, ils nous ont pris la laïcité. Demain, ils vont nous prendre l'instruction publique. Mais vous avez l'air de vous résigner d'une certaine façon. Non, au contraire. C'est inéluctable. Au contraire. Il y a encore quelques jours, j'étais à Pollan, une commune rurale de 2500 habitants. J'avais réuni 400 personnes de ces territoires ruraux pour parler de ce qu'on peut faire dans ces territoires, moratoire sur les services publics, valorisation et lancement d'une nouvelle génération de pôles d'excellence rurale. Il faut répondre. C'est par l'action qu'au fond, bien sûr, vous réussirez, et qu'on arrête de renoncer, et qu'on arrête de renoncer à nos valeurs, qu'on arrête de composer avec la laïcité, de négocier avec la laïcité, qu'on arrête dans certains territoires de négocier avec la laïcité sur la question alimentaire, les tenues vestimentaires, les lieux de culte, qu'on arrête sur l'école de renoncer à l'instruction pour faire de l'école un lieu de récréation et des professeurs, des animateurs sociaux, qu'on remette du savoir dans le cerveau de nos enfants. Vous voulez de l'autorité et du savoir. Vous aurez de l'autorité si vous avez et de la discipline si vous avez du savoir, parce que les enfants sont occupés à apprendre et non pas à des activités ludiques ou à tout ce plan qu'a lancé Najat Vallaud-Belkacem récemment après les attentats, où on va faire des formateurs volants ici, des machins là. Ça vous plaît pas, ça? Non, ça va servir à rien, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. On sait très bien ce qu'il faut à l'école aujourd'hui. C'est une école sanctuaire, qu'on protège de la société, qu'on arrête d'y introduire tous les débats de la société que les adultes n'ont même pas réussi à trancher. Regardez quand on parle de liberté d'expression dans les classes, ce que les élèves opposent à nos pauvres professeurs. Ils opposent leur propre liberté d'expression. Mais c'est pas intéressant de leur donner un peu plus d'éducation civique, un peu plus d'information sur les religions, par exemple? Mais ce ne sont pas des citoyens, ce sont des élèves. Des futurs citoyens. Mais
ils ont vocation à dépasser le maître, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, ils sont là pour apprendre. Et donc, avoir les savoirs leur permettant de comprendre les clés de compréhension du monde, et ensuite être des citoyens capables d'avoir l'esprit critique, et donc de remettre en cause leur professeur et de le dépasser. C'est ça la vocation de l'école. Et là aussi, le Front National vient empiéter sur nos plates-bandes. Donc, il faut qu'on réinvestisse tout ce qui fait la force de la République, plutôt que d'y renoncer, parce que effectivement, ça conduit à une société sans perspective, et donc on se réfugie vers ce type de parti. Alors, dans le vote Front National, on l'a souvent dit aussi, il y a un rejet des partis en place, qui sont là depuis 40 ans et qui se distribuent les postes ou qui se remplacent les uns les autres. Il y a aussi un rejet d'une certaine opacité. Et tout à l'heure, Astrid de Villaine évoquait la réserve parlementaire. Vous, ça vous plaît qu'un député puisse faire un peu ce qu'il veut avec cet argent pour aider telle ou telle association? On ne sait pas trop pourquoi et pour qui. Le problème, il est dans le manque de transparence. On comprend bien la motivation de certains élus qui disent c'est pour faire émerger, valoriser certains projets dans certains territoires qui n'auraient pas existé sans eux. Mais la question que posent les citoyens, c'est mais pourquoi tel projet plutôt qu'un autre? Selon quels critères? Il faut de la transparence. Il faut évidemment un peu plus d'évaluation de tout ça. Sinon, les citoyens vont penser qu'il s'agit de clientélisme électoral. Oui. Je donne à tel territoire 10 000 euros pour obtenir ses voix lors des prochaines sénatoriales. Et donc ce soupçon qui pèse sur des élus qui sont déjà largement discrédités dans des partis auxquels les Français ne font pas confiance à 92%, c'est dévastateur. Donc il faut effectivement un peu plus de transparence dans l'attribution de ces montants. Je n'en remets pas forcément en cause le principe, mais je crois qu'il faut de la transparence. L'opacité. Sinon, c'est du clientélisme électoral à quoi ce sera apparenté. Merci Ramayad. Merci à vous. Il est 19h27 sur Radio Classique. Dans un instant, 24 heures du monde, l'actualité internationale avec Philippe Gault.